consultation publique portant sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de l'emprise Pincourt. Donc, ce soir, on est en assemblée spéciale du Conseil de quartier des Châtelles. Donc, avant de prendre la parole officiellement et de me présenter, je vais me tourner vers Mme Isabelle Chabot, qui est présidente du Conseil de quartier, pour ouvrir la séance. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Chabot, je suis présidente du Conseil de quartier. Je suis entourée de 4 membres du Conseil de quartier aujourd'hui. À l'autre bout, on a Jérémy, Patrick et Laurie et Pierre. Donc, on est heureux de vous voir aujourd'hui pour vous entendre sur le PIA. On va avoir la chance de poser des questions, entre autres, aux gens de la ville pour en savoir plus, pour comprendre davantage. Et à la fin, c'est sûr qu'on va pouvoir émettre la recommandation à la suite de qu'on va avoir entendu, ce que nous allons avoir constaté aussi là, dans les propos. Donc, aujourd'hui, au projet de l'ordre du jour de l'Assemblée spéciale du Conseil d'administration, je vais vous lire l'ordre du jour, puis après ça, on va devoir l'adopter là, pour la suite des choses. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour, présentation justement du projet de modification réglementaire, plan d'implantation et d'intégration architecturale du projet résidentiel de l'emprise du secteur Pincourt. Il va y avoir une période de questions du public, période de questions aussi du conseil de quartier, demande d'opinion du conseil de quartier et ensuite, ça va être la levée de l'Assemblée. Il y a aussi des gens en ligne, donc il y a des gens dans la salle, mais aussi en ligne. Dominique va pouvoir prendre le relais par la suite. Mais d'abord, peut-être qu'on va pouvoir passer à l'adoption de l'ordre du jour si vous n'avez pas de changement à faire à l'ordre du jour. Donc, Laurie propose et Jérémy appuie la proposition. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Chabot. Donc, je me présente officiellement, Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je suis accompagnée également en ligne de ma collègue Sayana Kouang. Donc, bonsoir, Sayana. Bonsoir. Parfait. Donc, comme vous pouvez le constater, là, on est en format hybride ce soir. Donc, on a plus d'une quarantaine de personnes en salle. On a près de 30 personnes en ligne. Donc, bienvenue à tous. Puis, au nom de toute l'équipe de la Ville de Québec qui m'accompagne, je vous remercie de participer à la soirée. Donc, c'est toujours bien important pour nous de vous entendre. Donc, merci de prendre de votre temps. Donc, avant de poursuivre, je dois vous aviser que la rencontre de ce soir va être enregistrée, va être rendue publique sur le site Internet de la Ville de Québec dès demain. Puis comme vous avez pu le constater aussi, on est dans le cadre d'une assemblée spéciale du Conseil de quartier des Châtelles. Donc, à titre informatif, là, le Conseil de quartier, c'est une instance consultative de la Ville de Québec. Donc, quand il y a des modifications réglementaires, on va lui déléguer la consultation publique, qui est obligatoire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis aussi, on va lui demander son opinion. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, avant de vous présenter plus en détail le déroulement de la soirée et les autres personnes qui m'accompagnent, j'aimerais céder la parole à Mme Marie-Josée Asselin, qui est conseillère municipale du district. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre pour discuter de l'implantation de ce projet dans l'emprise Pincourt. Donc, on sera ici pour répondre à l'ensemble de vos questions qui portent sur l'objet de la présentation ce soir, c'est-à-dire le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Difficile à dire rendu à cette heure-là. Donc, merci à tout le monde d'être là et merci aux gens en ligne aussi d'être présents. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Asselin. Comme je le disais, là, il y a plusieurs, comme vous pouvez le constater également. Ah, pardon, on a une petite intervention en salle pour les gens en ligne, ça ne sera pas bien long. Donc, je poursuis tranquillement. Donc, les personnes qui m'accompagnent à l'avant, mais tout d'abord, comme on le disait, il y a les administrateurs du Conseil de quartier des Châtelles. Donc, je rappelle que les administrateurs, ce sont des citoyens bénévoles qui ont accepté de tenir l'Assemblée spéciale là, pour la consultation. Donc, merci de votre présence ce soir à toutes et à tous. Également, à ma droite, pour présenter le projet de modification réglementaire, nous avons Mme Nathalie Cournoyer, qui est conseillère en urbanisme à la gestion territoriale. Bonsoir. Également, M. Olivier Doré-Bouchard, conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Puis, bon, tout juste avant de leur céder la parole là, pour le vif du sujet, là, pour la présentation, je vous rappelle un peu le processus d'une consultation publique à la Ville de Québec.
Donc, tout d'abord, on a la publication d'un avis légal sur le site Internet de la Ville. Ensuite de ça, nous, à la Ville de Québec, on fait distribuer des avis porte-à-porte, donc des petits encarts là, que vous avez peut-être reçus dans votre boîte aux lettres, ce qui peut expliquer là, votre présence de ce soir. Ensuite, on tient la consultation, comme on le fait en ce moment. Ensuite, la politique de participation publique à la Ville de Québec prévoit une consultation écrite de 7 jours. Donc, dès demain, on a la possibilité de faire parvenir commentaires, questions par écrit via un formulaire en ligne. Donc, dès demain pour les 7 prochains jours. Puis ensuite, le dossier va cheminer au conseil d'arrondissement, donc va être adopté avec ou sans modification ou bien refusé par le conseil. Donc, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, la consultation de ce soir va porter sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. On l'appelle le PIA. Je pense qu'on va l'appeler comme ça pour le reste de la soirée. C'est plus simple à nommer. Donc, le PIA du projet résidentiel de l'emprise Pincourt. Donc, c'est important de rappeler que ce projet-là est conforme à la réglementation actuelle, la réglementation de zonage. Donc, on ne nécessite pas une modification de la grille de zonage pour ce projet-là. Puis, ce n'est pas un projet, il n'y a pas de disposition référendaire non plus. Donc, je n'embarquerai pas dans la description complète de ce que c'est un PIA. Donc, ma collègue Nathalie Cournoyer va pouvoir se lancer là, suivant mon introduction. Mais je me dois de rappeler que c'est vraiment sur les critères de cet outil réglementaire-là que porte la consultation de ce soir. Donc, je rappelle aussi qu'il y a eu 2 séances d'information qui ont été tenues. La première par le promoteur du projet en juin 2022. La seconde, le 13 octobre dernier, par la Ville de Québec. Donc, ces 2 séances-là, l'objectif, c'est vraiment de présenter le projet, le mettre en image, puis recueillir les commentaires, les suggestions des citoyens. Puis ce soir, là, j'insiste vraiment sur le fait qu'on n'abordera pas le projet sous le même angle, finalement. Donc, ce soir, on commence là, par la consultation publique. On vous présente le dossier. Il y aura une période de questions d'environ 1 heure. Ensuite, on va avoir aussi une période de questions de la part des administrateurs du conseil de quartier. Puis ensuite, ils vont nous donner leur opinion sur le projet. Donc, sans plus attendre, je cède la parole. Madame Cournoyer, Monsieur Doré-Bouchard. Un petit intro. En fait, si je peux commencer par un petit topo, parce qu'on est conscient que même si l'objet de la consultation, c'est vraiment le PIA, il reste quand même certaines interrogations là, sur certains points dans l'ensemble du projet. Là. Puis en fait, moi, je reprends le projet de mon collègue Guillaume Neveu, que vous avez sûrement vu à la rencontre d'octobre. Là. Donc, je veux juste faire un petit topo sur sa présentation qui avait été faite à l'automne dernier. Tu m'entendez bien? Oui, parfait, super. Donc, en fait, pour les questions de circulation, on veut juste rappeler en fait qu'il y a eu une étude de circulation qui a été faite en 2021 et que les conclusions étaient en fait assez claires sur le fait que les conditions actuelles sont excellentes, puis le projet est quand même relativement très peu dense. Donc, en fait, les impacts sur la circulation à terme sont pratiquement nuls. Donc, ça, c'est assez important à considérer. Puis en même temps aussi, les aménagements de la future rue qui va être à sens unique, à chaussée très réduite, sont conçus justement pour minimiser les impacts sur la vitesse puis sur la circulation. Puis en même temps aussi, on vient ajouter des trottoirs sur la rue Nantel pour relier le futur parc, qui est aussi sur la rue Saint-Maurice pour relier le réseau trottoir aussi qui est déjà existant. Sur la gestion des eaux pluviales aussi, on sait que c'est un enjeu actuellement. Juste rappeler les mesures qui sont en considération pour l'instant. Dans la bande verte, en fait, entre les futures résidences et les résidences de la rue Arbour et Bazire, là, en fait, il y a une rigole d'eau pluviale qui est comme un petit fossé canalisé, en fait, si on veut, là, qui est là pour justement recueillir les eaux pluviales. Puis en arrière des futures résidences, il y a aussi, ça c'est un point qui reste encore à analyser, la tenue exacte. Ça va être un fossé ou une tranchée drainante, en fait. Là, on ne sait pas encore, on n'a pas encore statué sur le point exact, mais il y a des mesures qui sont là, qui sont prévues pour justement recueillir les eaux pluviales pour minimiser les impacts sur ce qu'on a actuellement. Sur la bande verte aussi, là, entre la rue Bazire-Arbour et la future rue, il y a un écran végétal qui va servir de zone tampon, puis aussi des nouvelles plantations dans l'alignement de la rue, en fait, qui vont aussi servir de mesure pour réduire les vitesses. Puis, dernier petit point aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau parc qui va être aménagé à terme au coin de la rue Nantel et de la future rue aussi, qui est au cœur du projet, qui va permettre en fait aussi l'implantation de places éphémères et d'aménagement par l'équipe de loisirs. Puis, au petit point qui vous intéresse sûrement beaucoup, l'échéancier. Ce qui vous a été véhiculé possiblement l'automne dernier, c'est que le chantier était censé commencer peut-être pour ce printemps. Là, il y a du retard, ils ne sont pas prêts encore, il reste encore beaucoup de points. Je mentionnais l'affaire des fossés versus conduite, tout ça. Donc, logiquement, le projet pourrait commencer plus en coin de l'automne, sauf que les déplacements des poteaux d'Hydro-Québec est prévu pour cet été. Mais le projet de la nouvelle rue même, c'est très peu réaliste qui commence avant la fin de l'été, je peux considérer. Puis après ça, les nouvelles constructions, une fois que la rue est finie, pourrait commencer possiblement à la fin de l'hiver ou du printemps 2024. Donc, c'est voilà où on en est. J'ai cogné. Non?
C'est bon, merci. Mais c'est beau, j'ai fini, ça fait le tour pour le topo. Donc, je vais reprendre la relève pour le sujet de ce soir, qui est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On l'appellera les PIA pour le restant de la soirée dans le secteur Pincourt. Donc, c'est un règlement, les règlements de PIA, c'est un règlement qui s'ajoute au règlement de zonage. On rappelle que le projet d'ouverture de rue et tout ce qui est usage, construction, marge, implantation, tout ça est conforme à la grille de spécification actuellement en vigueur dans les 2 zones. L'emprise Pincourt là, vise 2 zones. Donc, le projet n'est pas soumis à aucun règlement autre que celui qui est en vigueur. Le règlement de PIA, c'est une couche supplémentaire qu'on rajoute au règlement de zonage pour donner des critères qualitatifs au projet. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, l'objectif de la rencontre, donc, c'est de vous présenter justement la modification réglementaire qui vise le PIA et répondre à vos questions. Ce soir, on est en consultation publique obligatoire par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et également en avis auprès du Conseil de quartier, qui est une obligation de la Charte de la Ville de Québec. Suite à ça, on l'a dit, ce n'est pas un règlement qui est à approbation référendaire, donc il ne peut pas être contesté par les citoyens. Il y aura adoption du projet de règlement par le Conseil d'arrondissement. On se rappelle, je vais passer rapidement, je pense que tout le monde sait où est l'emprise Pincourt. Donc, on est dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, quartier des Châtelles. C'est entre les rues Pincourt, Arbour et Bazire. Le terrain était autrefois, on le sait, l'emprise de la ligne hydroélectrique et il est bordé par des bâtiments résidentiels de faible densité. Petit rappel du projet qui vous avait été présenté à l'automne. Donc, là, il faut comprendre que, bon, là, c'est sur 3 lignes, mais imaginez que c'est une longue ligne d'un seul trait. Évidemment, ça aurait pris trop de place là, sur une seule ligne. Donc, il a été divisé en trois parties, là. Mais il s'agit d'une seule rue. Là. Ce n'est pas 3 rues, mais bien une seule rue qui sera construite. On parle de 76 lots. 96 logements. Pourquoi la différence? C'est que dans la grille de spécification, l'usage de 1 ou 2 logements est autorisé dans un bâtiment isolé ou dans un bâtiment jumelé. Donc, dépendamment de la typologie, un bâtiment pourrait avoir jusqu'à 2 logements dans un même bâtiment. Donc, c'est autorisé à la grille de spécification actuellement. Il n'y a aucun changement qui est apporté ce soir à ce niveau-là. Donc, le règlement sur les PIA, c'est un projet, bon, encore on rappelle, le projet de développement, il est conforme et le PIA n'est pas à approbation référendaire. C'est un peu plate comme projet de règlement, là, ce n'est pas le plus intéressant, malheureusement, à entendre parler. Donc, ça vise principalement la délivrance d'un permis. Donc, comme je disais, c'est des critères additionnels qui viennent se mettre lors d'une délivrance de permis de construction. La façon que fonctionne un PIA, une fois qu'il est adopté, les demandes de permis, les gens qui vont construire sur cette future rue-là devront déposer une demande, évidemment, pour la construction de leur maison. Et ça passera après ça par deux étapes. La première, c'est de présenter un plan de construction conforme au règlement qui est présentement à l'étude ce soir. Et c'est présenté au comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle, encore un acronyme, là, mais le CCU de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Ce sont un regroupement de citoyens qui analysent les demandes de permis et qui font des recommandations au conseil d'arrondissement. Suite à cette consultation-là sur ces critères-là qu'on voit ce soir, c'est transmis ensuite au conseil d'arrondissement dont fait partie Madame Asselin pour analyse. C'est eux qui approuvent ou refusent une demande de permis de construction. Ils analysent à savoir s'ils sont conformes au règlement qu'on va voir ce soir. Donc, les objets
qui seront regardés par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil d'arrondissement. Il y a 3 choses qui sont visées par ce règlement-là. La construction du bâtiment principal, l'aménagement de l'aire de stationnement et les remblais des blés et le nivellement des terrains qui feront l'objet du projet de règlement de ce soir. Ça vise également que les travaux qui sont en bordure d'une rue de moins de 5 ans. Donc, toutes les rues actuellement dans les 2 zones qui sont touchées par le règlement PIA, donc vos rues sur lesquelles vous demeurez, ont tous plus que 5 ans. Donc, le règlement va s'appliquer uniquement sur la future rue. Donc, si vous faites des travaux chez vous, que vous ajoutiez une aire de stationnement, que vous faites du remblai ou que vous construisiez un nouveau bâtiment, ça ne sera pas ce PIA-là qui va s'appliquer sur votre terrain. Pour ce qui est des documents requis, évidemment, on demande tout le temps plein de beaux dessins pour accompagner nos demandes. Donc, c'est des documents qui nous aident à évaluer le projet de construction. Donc, évidemment, étant donné que ça vise la construction, le stationnement et le réaménagement du terrain, on va demander des coupes transversales et longitudinales, donc des coupes du terrain pour nous montrer les niveaux de terrain actuels, futurs et ceux qui sont également de chaque côté et en arrière des terrains qui vont être construits. Donc, ils devront nous prouver ou démontrer le nivellement qu'ils vont faire sur ces terrains-là à partir de documents. Autre document qu'on demande, donc sur le plan d'implantation, vous avez un peu stylisé, là, mais le type de document qu'on reçoit. Donc, il nous démontre la maison, les aires de stationnement sont situées à quel endroit, les services d'utilité publique, etc. Également, ils devront nous démontrer les coupes de niveau, donc dans quel sens va l'écoulement des eaux. Ils devront nous démontrer également s'il y a présence d'arbres on sait que vous avez quand même, dans certains cas, fait des plantations dans l'emprise d'hydro, mais ils pourraient être conservés si ça ne nuit pas à la construction. Certains de ces arbres-là pourraient être conservés là, sur les futurs terrains à construire. Et ils doivent nous les démontrer sur le plan lorsqu'ils déposent leur demande de permis de construction. Donc, au niveau des critères qui doivent être respectés. Donc, ils devront, comme je disais, démontrer que l'implantation du bâtiment n'occasionne pas de travaux de remblai ou de déblais importants. Choisir aussi un bâtiment qui fait en sorte que le niveau de terrain aussi va s'adapter à la topographie. Donc, c'est sûr que si on met une maison style chalet suisse avec rez-de-chaussée et étage super élevé, ben, c'est peut-être pas la bonne place pour le mettre. Fait que ça va servir, le PIA peut servir à orienter l'architecture du bâtiment pour qu'il s'adapte au niveau du rez-de-chaussée par rapport à la rue. Donc, on vise également là, à ce que le rez-de-chaussée n'ait pas trop de différence entre le niveau du centre de la rue, qu'on appelle, et la hauteur du rez-de-chaussée. Il faut aussi qu'il s'adapte pour ne pas rehausser davantage ou inutilement le bâtiment. Autre critère qui est regardé, mais on en a glissé un mot, donc la hauteur du plancher du rez-de-chaussée. Donc, ils doivent nous donner le niveau à laquelle le rez-de-chaussée va débuter pour s'assurer, justement, encore une fois, qu'il ne rehausse pas le bâtiment inutilement et que ça n'amène pas non plus un rehaussement du sol qui suivrait cette hauteur de rez-de-chaussée-là. On demande également qu'il prévoit l'aménagement des entrées des bâtiments pour ne pas nuire justement autant à l'implantation de l'allée de circulation, l'allée de stationnement, pour ne pas que les escaliers, s'ils devenaient trop hauts, empiètent dans les aires de stationnement et nuisent au bon stationnement des véhicules qui auront besoin. Donc, on devra s'assurer que le rez-de-chaussée est assez bas pour que ça n'emmène pas un nombre d'escaliers exagérés rendus à l'extérieur. Jusqu'à date, les plans que nous propose le promoteur là, semblent être plus de style un peu
split, là, ce qu'on appelait les styles split, là, où l'entrée du rez-de-chaussée est bas et on monte après ça dans la maison. Donc, ça devrait normalement bien aller de ce côté-là. Doivent aussi nous démontrer que les aménagements qui ont été faits sur le terrain permettent là, de l'espace en cours avant et en cours latéral pour les aménagements de l'aire de stationnement. Donc, on veut que ce soit quand même possible de stationner 1 ou 2 véhicules sur le terrain et aussi prévoir aussi un dégagement en cours avant pour l'entreposage de la neige. On sait que c'est quand même, on a des bons hivers, donc on veut s'assurer là, qu'il y a un espace entre les aires de stationnement suffisant là, pour entreposer la neige. Autre critère du PIA, donc, c'est de préserver le drainage naturel. Donc, on vise à limiter la minéralisation des espaces du terrain. Donc, plus on laisse de gazon et d'espace libre, plus le drainage peut se faire. Ceci dit, mon collègue Olivier en a parlé. On a quand même prévu certains éléments de drainage en fond de cours, là. Donc, le PIA va servir également à s'assurer que ce drainage-là suit dans les demandes de permis de construction également. Au niveau architectural, ce qu'on a prévu, ça, c'est des critères qui visent vraiment l'architecture du bâtiment. On veut qu'il y ait quand même un bon rythme. On ne veut pas non plus que toutes les maisons soient identiques, là, où on arrive et on ne sait plus trop quelle maison est la nôtre. Donc, il devra y avoir des petites différences là, entre les bâtiments. On demande que l'utilisation de la maçonnerie soit quand même privilégiée là, comme un matériau principal sur les façades. Avoir des couleurs qui s'harmonisent entre elles, là, autant au niveau des ouvertures que des matériaux de revêtement comme tels. Au niveau des façades secondaires, donc ce qu'on appelle façade secondaire, c'est lorsqu'on a un coin de rue, évidemment, la maison qui est sur un coin de rue se trouve avoir 2 façades. Habituellement, sur la future rue, ça sera la façade principale, mais sur les rues comme Nantel, il va nécessairement peut-être avoir un côté de maison, mais on veut qu'il y ait quand même un traitement architectural intéressant, que ça n'ait pas l'air d'un côté de maison, pas de fenêtre, pas de juste un mur en vinyle, là. Donc, on veut qu'il y ait un traitement architectural de cette façade-là qui soit fait également. Donc, on a un critère pour ça. Au niveau des hauteurs de bâtiment, on en a parlé tout à l'heure, mais bien que le bâtiment doit s'harmoniser avec la rue, on veut aussi qu'il s'harmonise avec les bâtiments autant arrière que les futurs bâtiments latéraux. Donc, ils devront s'harmoniser entre eux autres. On a demandé que les toitures plates soient évitées. Donc, normalement, le bâtiment devrait présenter là, une toiture en pente pour ce futur projet-là, étant donné que majoritairement, évidemment, dans le secteur, ce sont des toitures en pente que vous avez sur vos bâtiments. Donc, c'est des pentes douces. Les bungalows des années 60-70, actuellement, ce n'était pas des grandes pentes. Donc, on s'attend à ce que les bâtiments qui seront proposés devront également avoir des toits à pente douce. J'en ai parlé un petit peu tantôt, donc les entrées des bâtiments qui soient pas trop élevées par rapport au terrain fini, donc pour éviter là, que les aménagements des escaliers extérieurs empiètent dans les aires de stationnement ou dans l'espace prévu pour le… Un petit peu juste pour les images qui sont montrées là, en fait, juste considérer que c'est à titre indicatif, puis il y a encore du travail à faire pour le projet, là. Donc, ce n'est pas final, puis ça se peut qu'il y ait encore du peaufinement à faire, là, justement, pour qu'on respecte les critères du pays. Je le considère. Pour faire un peu moins plate que juste du texte. Donc, pour ce qui est des objectifs, là, on retourne dans un autre volet, donc les objectifs au niveau des aires de stationnement. Donc, ce qu'on a comme objectif, c'est évidemment que le stationnement s'adapte à la topographie du terrain naturel. Donc, on veut évidemment pas que les stationnements se ramassent en pente importante. Encore là, ça vient nous aider dans le fait de contrôler les remblais et les déblais sur le terrain futur.
Limiter, évidemment, effectivement, minimiser les modifications topographiques, de la topographie naturelle du terrain pour le drainage également. Donc, on ne veut pas que l'aire de stationnement devienne aussi un frein là, au ruissellement naturel des eaux. Et encore une fois, assurer la gestion des eaux du ruissellement sur le terrain. Dans les critères qui seront regardés, donc, on va privilégier des aires de stationnement qui permettent un stationnement automobile l'une arrière de l'autre plutôt que côte à côte. C'est difficile dans la largeur des terrains, avec la profondeur des terrains, mais ça serait quelque chose à privilégier, là, les stationnements d'enfilade plutôt que côte à côte. Ça permet ainsi de garder plus d'espace entre chaque aire de stationnement. Et évidemment, l'entreposage de la neige également, puis des espaces végétalisés. On cherche également s'il y a lieu, s'il y a des talus ou des murs de soutènement qui seraient à faire. Normalement, il ne devrait pas y avoir parce que le terrain est relativement plat. Mais si jamais il y en avait à faire, on privilégierait les talus plutôt que les murs de soutènement. Habituellement, les talus sont beaucoup plus doux que les murs de soutènement au niveau de l'infrastructure. Ils peuvent être végétalisés également, alors qu'un mur de soutènement, c'est de la pierre habituellement. Pour ce qui est des talus, si ça prend absolument un talus, on privilégie encore là la végétalisation ou les végétaux, la plantation, plutôt que des roches ou des choses comme ça. Au niveau des murs de soutènement, on est vraiment, vraiment obligé d'en faire un. Normalement, on s'attend à ce qu'elle soit adaptée à la topographie naturelle du terrain. Donc, s'il y avait plusieurs murs de soutènement qui étaient nécessaires, on privilégierait plutôt des murs en escalier qu'un grand mur de 2 mètres. On préférerait avoir des petits murs peut-être d'1 mètre ou de 0,5 mètres. Là. À la limite, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et enfin, pour le drainage naturel, donc, ils devront nous démontrer terrain par terrain la façon qu'ils vont gérer les eaux pluviales sur le terrain. Ça peut être, comme le disait mon collègue, avec ce qu'on travaille avec le promoteur pour le drain en fond de terrain. On ne sait pas trop encore si ce sera un drain fossé ou peu importe ce que les ingénieurs nous proposeront. Mais il y aurait également des puits percolants qui seraient possibles ou des ouvrages de récupération d'eau qui peuvent être des jardins filtrants ou des jardins de pluie qu'on appelle, qui pourraient être installés aussi sur chaque terrain pour nous démontrer qu'ils vont capter leurs eaux pour que ça n'aille pas chez les voisins. Ça fait le tour des critères et du PIA. En terminant, on sait qu'on a eu quand même quelques rencontres au niveau du projet d'ouverture de rue. On le rappelle, c'est un projet qui est conforme à la réglementation. La nouvelle réglementation sur le PIA ne touche pas les bâtiments existants, donc toutes vos maisons, vos propriétés ne sont pas touchées par ce règlement de PIA-là. Donc, globalement, si je récapitule tout ce que j'ai dit depuis 10 minutes, c'est un projet de règlement qui vient assujettir l'approbation d'un permis de construction à un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui est sur une rue de moins de 5 ans. Ça vise la construction du bâtiment principal, l'aménagement de l'aire de stationnement et le nivellement du terrain. Pour un remblai ou un déblai d'une épaisseur de plus que 30 cm. Donc, on vient chercher pas mal toute la 30 cm. Le contenu, et ça prévoit également tout ce qui vient avec le PIA, le contenu minimal des plans qui devront accompagner les demandes d'approbation. Pour la suite, donc, ce soir, c'est la consultation publique, la demande d'opinion auprès du Conseil de quartier. L'adoption du règlement se fera le 19 juin et normalement, on compte à peu près 2 semaines là, pour que l'avis de promulgation soit fait pour l'entrée en vigueur du règlement. Donc, aux alentours du 7 juillet, le règlement devrait être en vigueur. C'est tout. Bon, mais parfait. Donc, merci beaucoup à vous deux pour la présentation.
Donc, on serait rendu à la période de questions pour le public. Donc, pour les personnes en salle, on va vous demander d'approcher le micro pour que les personnes en ligne puissent bien vous entendre. Pour les personnes en ligne, on vous invite à utiliser l'outil Q&R pour poser vos questions par écrit qui vont être lues ensuite par ma collègue Sayana. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'écrire vos questions, c'est possible de lever la main, puis au moment venu, là, vous pourrez poser votre question oralement. Donc, voilà. Donc, on va alterner entre les questions en salle et les questions en ligne. Puis avant de se lancer pour la période de questions, je vous rappelle qu'on compte sur votre collaboration là, pour échanger de façon respectueuse. On est ici pour répondre aux questions, pour échanger. Donc, on vous demande la collaboration de ce côté-là. On est conscient que le sujet, le projet là, suscite beaucoup d'intérêt. Votre présence ici ce soir là, en témoigne. Mais je rappelle que l'objet de la consultation de ce soir, c'est le PIA. Donc, plusieurs réponses ont été partagées individuellement là, aux citoyens qui étaient présents aux séances précédentes. Donc, on va éviter de se répéter puis de parler des cas particuliers. Pour ce faire, là, vous pourrez envoyer vos questions là, si ça concerne vraiment votre terrain, votre lot, par courriel, puis on va pouvoir répondre là, de cette façon-là. Donc, on a prévu 1 heure pour la période de questions, donc jusqu'à 20h30 à peu près. On va prendre un premier tour de parole par personne, puis on va se limiter à peu près 2 minutes par personne. Puis si jamais vous souhaitez reprendre la parole par la suite, on va pouvoir le faire si jamais tout le monde qui voulait prendre la parole ont pu se prononcer. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours la possibilité de nous écrire là, via le formulaire en ligne. Donc, on peut commencer avec une question en salle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Je vois personne en salle. Du côté en ligne, Sayana, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai une question de Madame André Tremblay qui pose la question suivante. Dans votre fiche de participation citoyenne, vous mentionnez que le projet prévoit la création de 75 lots. J'ai en main un document provenant d'Hydro-Québec proposant un plan de servitude du déplacement des lignes d'hydro en bordure de l'eau. Dans ce plan, on y présente 88 habitations. Pourquoi Hydro-Québec a un plan différent de celui que vous nous avez présenté et que ce plan présente 18% de plus d'habitations qui y seront construites? Ben oui, en fait, juste une petite précision là, sur le plan d'Hydro-Québec, parce qu'on comprend que ça, toute la portion de déplacement des poteaux, là, ça se travaille directement entre Hydro-Québec et le promoteur. Puis de ce qu'on a vu, nous aussi, le plan que Hydro-Québec utilise, c'est un plan à titre indicatif. C'est nous, sur lequel on travaille, c'est le plan fourni par le promoteur. Puis en fait, eux, Hydro-Québec, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent un peu, là, mais je veux dire, leur plan, c'est l'assiette de servitude, le déplacement des poteaux, puis tout cet aspect-là. La quantité de résidences qui sont construites, ça les concerne plus ou moins. Donc en fait, il faut vraiment se fier au plan qui est travaillé avec le promoteur. Puis en fait, sur ce point-là, même, il est sujet encore à quelques changements parce que présentement, le nombre d'unités totales, comme ma collègue David mentionnait, on est à 96 unités. Ça se peut qu'on finisse à 95, à 97, qu'une unité de jumelée soit convertie en cours de route. Mais en fait, actuellement, c'est 76 lots, si je ne me trompe pas, 96 unités de logement. Important de considérer, parce que ma collègue Nathalie le mentionne aussi, c'est que certaines unités qu'on appelle bifamiliales, qui ont l'air de jumeler de l'extérieur, ont quand même 2 unités à l'intérieur, mais qui sont gérées en formule un peu condo. C'est pour ça, des fois, on voit une différence entre le nombre de lots et le nombre de logements. Mais actuellement, le nombre de logements total final, selon le dernier plan qu'on a reçu, c'est 96. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Doré-Bouchard. En salle, on a une question. Madame, vous pouvez approcher au micro. Vous pouvez vous nommer également, puis si vous êtes à l'aise de nommer à quel titre vous présentez, si vous êtes citoyenne du secteur, juste sur quelle rue, par exemple, ça peut nous aider à comprendre votre position. Mon nom est Élise Bélanger. Je suis sur le lot 1259765 au 3745 rue Arbault. Ma question est, je sais que lorsqu'on voit la ligne d'hydro, vous parlez des poteaux d'hydro, de notre côté, à nous, il y a déjà des poteaux d'hydro. Est-ce que ces poteaux-là vont être changés ou ils vont rester tels quels? Ou c'est de l'autre côté qu'il y aura un autre... Parce qu'on a déjà une série de poteaux, nous autres, de notre côté. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'ils soient modifiés. Normalement, les gros poteaux qui sont partis, c'est du côté sud. C'est non, ce qu'on a, c'est vraiment les poteaux. Moi, ma question est, c'est que lorsque le promoteur a passé, il nous a mis tous des petits drapeaux bleus. OK? Nos drapeaux bleus sont là. La ligne d'hydro, elle est là. Entre
chacune des propriétés ou des lots qui a à peu près un 3, 5, des fois c'est 8 pieds. Moi, ma question est, qu'est-ce qu'il y aura entre ces petits poteaux, le drapeau bleu et la ligne d'hydro? Qu'est-ce qu'il va y avoir là? C'est quoi la prévision? Là, je comprends qu'on parle de la zone tampon. Donc, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. C'est des plantations, en fait, qui vont être effectuées par la ville une fois que le projet va être terminé. Là, Moi, ma question est, ça va être de la plantation, évidemment, de la plantation basse parce qu'on est dans l'emprise d'Hydro-Québec. L'emprise, je veux dire, qui va demeurer. Là, vous allez continuer à avoir de l'électricité malgré tout. J'imagine. Bon, Donc, moi, ma ces question poteaux-là est… vont rester, mais entre votre ligne de l'eau et les poteaux, il y aura des aménagements bas. OK. Vous savez que oui, nos maisons n'ont pas été, il n'y a rien qui a été en mesure d'être sur les maisons, mais par contre, sur les terrains, vous savez qu'on a été quand même assez bien coupés. Moi, ma question est sur cet espace-là, du 3 ou 5 pieds, pourquoi ne pas avoir fait, pourquoi cet espace de l'eau-là pour chacune des propriétaires, pourquoi on n'est pas capable d'en prendre possession jusqu'à la ligne d'hydro? À la ligne d'hydro, c'est droit finalement, mais après ça, ça sera directement. On ne pourrait pas en prendre possession. Des fois, c'est juste un 3 puis 5 pieds, ça a l'air de rien pour vous, mais pour nous autres, là, on n'est pas, la clôture n'est pas dans le bassin d'eau. On a quand même un espace qu'on pourrait avoir. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà plus pour nous autres. Ça ne serait pas une possibilité d'être vu ou d'être regardé de cette manière-là. Parce que de toute manière, si vous marchez sur la ligne, avec la ligne d'hydro, c'est qu'il y a toujours des arbres, mais les arbres sont toutes à l'intérieur de la ligne d'hydro, comme sur notre terrain. Puis de toute manière, c'est clair que j'ose espérer qu'ils ne seront pas coupés parce que c'est toutes des arbres matures. Là. Ça ne serait pas une possibilité qu'on pourrait peut-être être en mesure d'extensionner ce lot-là. De toute manière, ce n'est pas perdu pour la ville. Vous allez avoir d'un compte de taxes aussi. C'est peu, mais pour nous, c'est beaucoup. Là. Ce serait-tu possible de prendre le temps de regarder ou de marcher? Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a sur les lots. Là. Je pense qu'on a répondu quand même beaucoup à ces questions-là lors des 2 autres séances d'information. Ça a toujours été non. Il n'y a pas d'ouverture, absolument rien, non? Non, il n'y a pas d'ouverture pour commencer à faire de la dentelle, là, comme on disait. C'est pas vraiment faire la dentelle, c'est la ligne d'hydro et carrément la ligne droite. Là, finalement, ce n'est pas une dentelle, là, c'est la ligne de fermeture. Ça a toujours été clair qu'on commençait par l'ouverture. Merci. Parfait. Donc, je vous remercie pour votre intervention. De retour en ligne, Sayana, on a une prochaine question. Oui. Dans le cadre réglementaire d'urbanisme et dans votre fiche de modification réglementaire, on mentionne qu'il est permis de construire que des bâtiments isolés ou de type jumelé. Dans ce même plan d'Hydro-Québec, on présente des maisons de ville de 3 et de 4 en rangée. Ce n'est pas prévu dans la réglementation. Pourquoi accepter des maisons de ville quand la réglementation ne le permet pas? Ce n'est pas des maisons de ville. Ce qui est autorisé dans le règlement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des bâtiments de 1 à 2 logements isolés ou jumelés. Donc, dans un bâtiment jumelé, il pourrait y avoir 2 logements de chaque côté, ce qui fait qu'au visuel, parce qu'ils peuvent être côte à côte, là. Donc, ça peut avoir l'air des maisons de ville, mais ce sont des bifamiliales jumelées qui sont autorisées dans le zonage. Parfait. Merci beaucoup, Mme Cournoyer. Donc, de retour en salle, j'ai monsieur derrière d'abord. Bonjour, Daniel Frigon, 32/2 Pincourt, secteur sud. J'aimerais qu'on regarde la 13, la slide 13, s'il vous plaît. Oui, sur cette présentation-là, en arrière, on voit l'eau arrière, 3 mètres à 3 mètres. Ça veut dire qu'il y a un espace, puisqu'on a déjà demandé d'avoir le secteur sud un espace de 3 mètres au moins. Est-ce que ça correspond à ça? Non, l'espace de 3 mètres, c'est pour dire que ce qu'on veut sur le plan, c'est qu'il y a cherché sur 3 mètres de profond
le niveau de terrain pour s'assurer que nos deux terrains arrivent, là. Le problème qu'on avait dans d'autres PIA, c'est que ça arrêtait à la limite de l'eau à construire, mais on ne savait pas comment était votre niveau de terrain. Donc, ce qu'on demande, c'est que l'arpenteur aille chercher jusqu'à 3 mètres sur votre terrain pour nous donner votre niveau de terrain. Pas pour vous prendre du terrain, pas pour aménager votre terrain, c'est vraiment pour s'assurer que la hauteur du terrain à construire et votre terrain arrivent pas mal égal, là. Notre objectif, c'est que les deux terrains arrivent égal. Donc, notre terrain pourrait monter? Non, c'est l'inverse? une profondeur. C'est la profondeur. Faut le voir. C'est ça, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. C'est pas évident de voir ça de haut. Hein? C'est pas en plein. Là, on est à vol d'oiseau. C'est vraiment, on regarde là, jusqu'à l'intérieur de votre ligne de 3, en dedans de 3 mètres. C'est qu'est-ce qui se passe sur votre terrain? À quelle hauteur est votre terrain? C'est pas de rehausser votre terrain ou de rehausser le terrain à construire. C'est vraiment de savoir c'est quoi vos niveaux de terrain dans votre cour arrière pour s'assurer que, comme je vous dis, qu'il ne rehausse pas le terrain, qui fera en sorte que ça joue sur votre... Donc, en réalité, le nouveau terrain va encore être directement sur notre terrain. Il n'y a pas eu... Nécessairement. Il n'y a pas de bande qu'on a demandé. Peut-être, Mme Asselin, je vous ferai un petit ricochet. Sur ça, y a-t-il eu des développements par rapport à notre demande? Non, il n'y a pas d'espace. C'est terrain à terrain. Comme dans d'autres. OK. Donc, pourquoi on n'a pas eu de suivi? Parce que quand on s'est parlé à la fin octobre, c'était en délibéré. On l'a demandé, mais l'analyse a fait en sorte que ce n'est pas possible de déplacer. Comme je l'avais dit, moi, je me fie aux réponses que j'ai des professionnels de la Ville. Vous avez fait la demande, ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait la demande que c'était possible. Donc, c'est des terrains qui sont terrain à terrain, comme dans d'autres rues où on ne fait pas un espace entre deux terrains. Les gens, en général, dans la majorité des rues, sont adossés vraiment dos à dos. Parce que quand vous savez parler au conseil municipal de quartier, vous m'avez mentionné qu'il y allait avoir une nouvelle séance pour voir de quelle façon le promoteur aurait pu s'ajuster pour avoir une bande de 2 à 3 mètres. Donc, en fait, il n'y avait pas, Nathalie, tu peux peut-être compléter, il n'y avait pas de nécessité de faire une autre séance d'information pour répondre à des questions. On a entendu les préoccupations, ça a été analysé. Même si on était revenu, on serait revenu pour vous dire que ce serait dos à dos. Il n'y avait pas d'espace pour aménager la zone tampon que vous auriez aimé avoir. Puis, je vous répète, là, si vous vous promenez dans n'importe quelle rue, 2 rues, dos à dos, il n'y a pas une bande entre les terrains, les gens sont donc, c'était la Ville qui ne voulait pas, parce que le promoteur et l'ingénieur étaient en accord de regarder cette possibilité-là d'avoir une bande. Donc, c'est la décision du promoteur ou de la Ville? La Ville ne prend jamais de terrain en arrière-l'eau. D'un, on n'est pas capable de l'entretenir parce que vous êtes là. Et de deux, la police ne peut pas bien sécuriser ces espaces-là non plus en arrière-l'eau parce qu'il ne les voit pas des rues lorsqu'ils patrouillent, là. C'est sûr que la Ville n'accepte jamais de terrain en arrière-l'eau comme ça, une bande comme ça. Donc, le drainage va être fait de quelle façon? Ça va être sur les terrains privés. Comme je vous disais, et comme l'a mentionné Monsieur Doré-Bouchard, on travaille avec l'ingénieur pour qu'il y ait un drain en fond de cours. Le PIA prévoit également que l'eau sera gérée. Et après ça, à un moment donné, ça tombe aussi dans le code civil, là. Les gens, autant que vous devez garder vos eaux chez vous, mais les futurs propriétaires devront garder leurs eaux chez eux. Ça tombe dans le code civil à un moment donné. Oui, c'est ça. Donc, le PIAA, une dernière petite question. On va prendre les autres questions. Je suis désolée, monsieur. Si on a du temps par la suite, vous pourrez revenir au micro. Merci beaucoup. Mais si je peux rajouter, en fait, Dominique, juste à considérer, parce que justement, en fait, les besoins de gestion des eaux pluviales font que même si on n'a pas de zone de bande tampon officielle par un lot distinct, le fait qu'on ait besoin d'avoir soit un fossé ou une tranchée drainante, puis tout ça fait qu'il y a une partie qui sera juste pratiquement pas aménageable du côté des terrains qui seront adjacents au vôtre, là. Donc, ça ferait une partie qui est une certaine distance quand même, malgré tout, là, par rapport à votre ligne de l'eau. Merci des précisions. Donc, Sayana en ligne. Oui, on a une question de Mme Boivin qui veut savoir à quel moment nous allons être informés sur ce qui sera fait dans l'arrière-cour des futures maisons pour l'écoulement des eaux. Lors des dernières grosses pluies des maisons près de Nantel sur Pincourt, nous avons eu jusqu'à 2 pieds d'eau inondant les planchers de certains cabanons
qui sont maintenant endommagés. Donc, ça revient à ce que vous avez répondu là, au moment là, de l'analyse des permis et tout ça. C'est inclus dans l'analyse des permis. Chaque lot qui sera construit devra fournir l'information sur sa gestion des eaux et ça sera traité lors de la demande de permis de construction. Parfait. Donc, merci beaucoup. On avait une autre question en salle, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, 4750 Pincourt. J'aimerais savoir, le conseil du quartier, vous êtes ici ce soir, oui. Est-ce qu'il y en a un dans votre gang qui reste sur rue Pincourt? Non. Fait que vous ne pouvez pas me répondre d'abord. Madame Asselin. Oui, moi. Il y a 150 pieds entre les deux pour l'aménagement de la future rue, il y a à peu près là, 150 pieds. Est-ce que vous pouvez me répondre, oui ou non, madame, s'il vous plaît? Ben, c'est quoi votre question? Entre les deux maisons, il y a 150 pieds de terrain, OK? Entre les deux, je ne suis pas certaine que OK. suis, là. Sur la rue Pincourt, là, il y a une piste cyclable, il y a 2 écoles. Il n'y a pas personne du comité qui aurait pensé de prendre la piste cyclable, la mettre sur votre rue. Parce que là, les enfants, ils ne promènent plus dans la piste cyclable, c'est trop dangereux, il y a trop de bicycles, ils se promènent dans la rue. C'est ma première question. Puis tantôt, au début, quand vous avez commencé, vous avez dit peu importe les questions des personnes ici ou en ligne, tout est réglé, on ne peut pas rien faire. Bien, ce soir, la consultation, ce n'est pas sur les pistes cyclables, les trottoirs, c'est vraiment sur, on l'a dit en entrant à la rencontre, ce soir, la consultation, c'est sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. OK. Parce que je suis venu au mois d'octobre, puis vous ai posé la question à vous, Mme Asselin. Vous m'aviez dit que vous étiez pour voir ça, puis me répondre. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une décision politique. Ce n'est pas le politique qui décide de où on met. Il y a des ingénieurs à la ville, il y a des urbanistes et il y a de la réglementation. Ce n'est pas la décision du conseil de quartier. Okay. Ce n'est pas la décision d'un élu non plus de décider où on met les lignes de l'eau, où on met les égouts, comment se fait la gestion des eaux pluviales. Okay. Un élu, c'est là pour faire, on entend vos préoccupations, mais il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont malheureusement pas. Fait, même si vous avez oui, okay. Mais je comprends, mais même si vous avez posé la question, vous avez émis des préoccupations, moi, comme élu, je suis là pour transmettre vos demandes, mais ça arrive que la réponse, c'est non ou c'est pas possible parce qu'il y a des enjeux puis il y a des contraintes qui ne sont pas du ressort du politique. Ce n'est pas une décision politique comment on aménage le territoire, il y a des réglementations pour ça. Et on est 4, vous avez eu 2 questions ici, puis 2 questions là-bas, puis ça a été question pour les eaux. Ça fait 17 ans que mon terrain est inondé, mes voisins et tout. Au dernier assemblée, on nous a dit, il n'y a pas de problème, on va tout régler ça. On pose encore la même question, je suis le 4e, puis vous vous dites, mais on verra ça. Mais si l'eau, elle vient sur mon terrain, elle fait quoi? J'aimerais ça, vous me dites, Madame Asselin, si vraiment il y a un débordement d'eau sur mon terrain, comme les 17 dernières années que j'ai eu, puis mes voisins et tout, on fait quoi? Il n'y a pas de personne ici à table qui m'a répondu. On fait quoi, madame? On vient, Madame Cournoyer vient de mentionner, à chaque émission de permis sur chacun des lots qui vont être subdivisés, la demande de permis devra comprendre comment sera gérée l'eau sur le terrain adjacent au vôtre. Chaque demande de permis individuellement va être analysée, à savoir comment, quand on fait une demande de permis, la gestion des eaux de pluie appartient, Nathalie, tu me corriges, appartient à la personne qui fait sa demande de permis. Elle doit mettre dans sa demande de permis comment. C'est pour ça, notamment, quand on parlait du 3 mètres à vol d'oiseau, c'est pour s'assurer des pentes. Si la situation actuelle, vous êtes inondé chaque année, bien, l'objectif, entre autres, des travaux qui s'en viennent, c'est de mettre en place les infrastructures pour justement aider à diminuer ces infiltrations d'eau-là, ces inondations-là. On ne fera pas quelque chose qui va empirer la situation actuelle. Au contraire, chaque lot va devoir. C'est ça la réponse. C'est parce que, madame, sur les 20 dernières années, ça fait 17 ans qu'on l'a appelé à la ville pour dire qu'on se plaignait. La ville nous répondait, appelez l'hydro. L'hydro disait, appelez la ville. Puis, OK. Puis là, vous répondez à la même affaire, on va essayer d'organiser ça. Je ne vous réponds pas la même chose. Je vous dis que chaque demande de permis de construction, je ne vous réponds pas, vous appellerez à la ville puis vous appellerez Hydro. Ce que je vous dis, je n'étais pas là les 17 dernières années, je ne peux pas être garante de ce qui s'est dit avant que j'arrive. Ce qu'on vous dit, c'est il y a une ouverture de rue, il va y avoir des terrains. Chaque terrain va faire l'objet d'une demande de permis. C'est ce qu'on a regardé aujourd'hui pour la hauteur, les marges. Et dans la demande de permis, il y aura obligatoirement un élément qui devra être comment l'eau va être gérée sur ce terrain-là pour ne pas inonder son voisin.
C'est comme ça que ça va être géré. Ça va être géré en fonction de chacun des lots pour s'assurer que ce qui est mis en place va venir contrôler l'eau de pluie. C'est comme ça. C'est pas Hydro, ça ne sera pas le promoteur, ça va être chacun des terrains qui va devoir démontrer qu'il gère ses eaux convenablement. Merci. M'attendre au plaisir. prochain prophète. Merci. Mais si je peux ajouter une petite note aussi importante, c'est au-delà de la demande des permis, en fait, c'est pourquoi on n'a pas encore statué sur la mesure exacte, en fait, de qu'est-ce qu'on va avoir en arrière-cour des terrains. C'est parce qu'on justement, on sait que c'est un enjeu, puis qu'on veut s'assurer que ce soit la bonne chose qu'on fait comme du monde. Puis au-delà des demandes de permis, en fait, il va y avoir une servitude qui va être greffée sur tous les terrains qui sont adjacents à vous, en arrière-dessous sur la rue Pincourt. Donc, légalement, ils n'auront pas le choix de conserver, que ce soit un fossé ou une tranchée, pour s'assurer que le drainage se fait de tout le long, entre le bout de la rue Pincourt jusqu'à Saint-Maurice, en fait. Fait que, ça, en amont, en fait, de chacune des demandes de permis aussi. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une décision. Tu sais, il y a des experts à la ville qui travaillent sur une solution pour s'assurer que ce soit fait convenablement. J'ai assurément pas les compétences. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous écouter. Je n'ai pas la compétence pour vous dire comment ça va se faire. Je veux juste vous dire que la demande que vous avez faite, elle a été entendue. Puis du côté de la ville, les professionnels travaillent à s'assurer que ce soit fait adéquatement. Mais je vous mentirais si je vous disais que je suis ingénieur et que je suis capable de vous dire comment ça va être fait. C'est pas de mes compétences, mais on travaille avec des gens qui prennent ça sincèrement au sérieux depuis plusieurs mois. Fait que je peux vraiment vous assurer que c'est fait au meilleur des compétences de tout le monde. Il n'y a pas d'enjeu de dire qu'on s'en fout. C'est vraiment une question de le faire le mieux possible. Je pense que ce sera bien fait au final. Parfait. Donc, merci beaucoup à tous pour vos réponses. Sayana, de ton côté, je vois d'autres questions. Oui, on a 2 questions concernant le parc. La première est est-ce que la superficie du parc est prévue d'être majorée à l'image d'un jeune quartier vert? Et la deuxième est la rue Pincourt étant tout de même habitée par plusieurs jeunes familles, l'aménagement du projet du parc pour enfants verra-t-il le jour en 2024 ou plutôt en 2025? En fait, sur le type d'aménagement, la réponse est simple, c'est que c'est l'équipe des loisirs qui s'en occupe, donc on ne sait pas encore exactement ça va être quoi le type d'aménagement. C'est sûr qu'ils prennent toujours en considération le type de milieu autour. Évidemment, est-ce qu'on a beaucoup de jeunes familles, on veut des jeux pour enfants ou plus de place pour de la verdure ou autre, là. Puis sur le délai, bonne question. Peut-être 2024, ça va dépendre de l'avancement des travaux de la rue. Comme je vous dis, l'échéancier des fois est changeant. C'est pas impossible que ce soit fait en 2024, mais 2025 aussi, on ne sait pas. Le plus tôt possible, c'est sûr. Puis, si je peux me permettre aussi, lorsqu'il y a des aménagements dans les parcs, les loisirs viennent présenter au conseil de quartier les projets. Donc, le conseil de quartier des Châtelles là, va être en mesure de vous transmettre l'information lors d'une assemblée. Parfait. Donc, en salle, on a une autre question. Monsieur, vous avez déjà pris la parole. Je veux juste vérifier s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole. Parfait. Jacques Bernard, rue Pincourt. C'est juste pour éclaircir un point que j'ai plus ou moins compris parce que j'ai 2 versions en avant. Vous, Mme Asselin, vous me dites qu'il n'y a aucune bande qui est prévue pour l'écoulement de l'eau. Du côté de Pincourt. Il n'y a pas de bande tampon entre les deux. C'est ça. Les 2 lots sont vraiment adjacents. C'est ça. Puis, il y a une M. servitude. Olivier m'a dit au tout début de la réunion, vous avez dit qu'il y avait une bande pour écoulement de l'eau, mais qui n'était pas encore définie de quelle forme qu'elle prendrait. C'est ça. En tout cas, j'essaie de mettre ça clair. Une servitude. Non, c'est ça. C'est pas une bande tampon. Quand on parle d'une bande tampon, je pense qu'on s'imagine tous que c'est planté, en fait, Okay. là, avec une certaine distance. Puis là, en fait, ça va être une espèce de fossé. Donc, en fait, ce ne sera pas planté officiellement. Donc, il va y avoir une distance entre la ligne de l'eau et la partie qui va être construisible sur le terrain de vos futurs voisins, mais ce ne sera pas une bande tampon, en guillemets. Donc, ça va être traité en servitude, en fait, mais ce ne sera pas planté. OK. Fait que, du coup, tantôt, vous avez dit que ce n'était pas défini tout à fait. Là, quelle forme ça prendrait? Là? Au niveau technique, là, en termes de c'est un fossé, c'est un tranché, c'est quel type de conduite, mais c'est sûr que ça va être on rentre dans la technique d'ingénierie. La finalité n'est pas choisie encore, mais ça va être un type de fossé. Comment dit, la manière que je peux comprendre, les bâtiments qui vont bâtir en arrière, pendant qu'ils prévoient un fossé. C'est un peu ça. Absolument. Ça va être déjà aménagé par Ça le ne fera promoteur, peut-être en fait, pas leurs affaires, mais en tout cas, Ça va j'espère être qu'ils vont le aménagé faire. par le promoteur. Le fossé va déjà être aménagé par le promoteur lorsqu'il va terminer les terrains. Ça va être prévu. La servitude va s'assurer que les gens ne remblaient pas
cet c'est ça, là. ouvrage-là. Dépendamment, ça se peut que ce soit un tuyau enfoui, on ne sait pas, c'est ça qu'on dit, on est encore en analyse avec OK. les ingénieurs pour trouver la meilleure façon qu'elle soit pérenne aussi, là. Donc, est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est un tuyau perforé avec de la garde-note par-dessus? Je ne suis pas ingénieure, moi non plus. Je suis dans la même équipe que Mme Asselin, je ne suis pas ingénieure, moi non plus, et mon collègue non plus. Fait que les ingénieurs travaillent là-dessus. On sait qu'il va y avoir une servitude qui va déterminer, qui va dire aux gens sur leur certificat de localisation, faites attention, vous avez un ouvrage d'infiltration à l'arrière que vous ne devez pas toucher. C'est la seule chose qu'on peut vous dire ce soir. Ça va être le long de la ligne de l'eau entre vos terrains et les futurs terrains. Ça va appartenir aux propriétaires privés. Ça n'appartiendra pas à la ville. Ça va appartenir aux propriétaires privés. Ça va être aux propriétaires privés de l'entretenir et de s'assurer de l'écoulement. C'est ce que je voulais dire, M. Bernard. Je me suis mal exprimée, là, mais il n'y a pas de bande tampon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de terrain qui appartiendra pas ni à un ni à l'autre, mais en concours, il y a ce que Mme Cournoyer a expliqué, là, que je me suis mal exprimée. Dans ma tête, c'était pas clair. Non, mais merci de votre question. Puis, comme je vous dis, je me suis mal exprimée. Mais les lots sont vraiment adossés, mais il y a une partie de servitude là, qui permet de s'assurer de l'écoulement d'eau en arrière-l'eau des À nouveaux titre terrains. d'information, Terrain Dev ont-ils sorti les plans finaux de la rue? Non, pas sorti. Veut dire les plans d'infrastructure, puis pas sorti. Je ne pourrais pas vous dire, mais... Ah, c'est On bon. travaille là-dessus. Merci. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup. Sayana, de retour à toi. Oui. Dans un contexte où toutes les modifications proposées seraient adoptées telles quelles, comment la Ville compte-t-elle s'assurer que le promoteur respectera tous les critères en matière de respect de la topographie naturelle, l'implantation et l'intégration architecturale, du respect du plan de lotissement et surtout des modifications de pentes qui auront fait l'objet d'une délivrance de permis ou de certificat d'autorisation? Les demandes, comme je disais, les demandes de permis qui seront déposées devront être approuvées par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil d'arrondissement. S'ils ne respectent pas ce que le conseil d'arrondissement aura approuvé comme plan, il y a des constats d'infraction et des travaux correctifs qui peuvent être demandés par la Ville lorsqu'un promoteur ou un constructeur ou peu importe, même chez nous, chacun d'entre nous, lorsqu'on fait quelque chose de pas correct sur notre terrain, la Ville peut demander des travaux correctifs ou mettre à l'amende. Parfait, merci beaucoup. On fait le tour de cette question-là. On a une autre personne en salle. Bonsoir. Bonsoir. Jean Pelletier, je demeure au 3265 Bazire. Ma question est, est-ce que vous parlez ce soir au point de vue de l'aménagement des fonds de terrain? Je veux parler au point de vue d'arbres, au point de vue des LCL. Est-ce que vous en parlez ce soir ou ça sera lors d'une autre réunion? Qu'est-ce que vous voulez dire, le fond de terrain de votre côté? Là, ou, en arrière de notre terrain, on parlait d'une bande de la ville de 10 mètres de Bazire. Est-ce que le fond de terrain va être, de 10 mètres va être aménagé par l'entrepreneur, ce qui avait été dit, je pense, lors de la réunion, ou ça va vous être donné à la Ville de Québec à la fin du projet? Bon. Oui, le terrain cédé à la Ville, puis c'est aménagé en fait par l'équipe de foresterie. Il y a l'équipe des zones urbains qui est en train de regarder pour des plans, quel type de plantation on veut en fonction de la proximité avec les poteaux d'hydro, mais c'est fait par la Ville. Oui, c'est ça. Au point de vue de Bazire, moi, je te parle. Fait que c'est pas ce soir que vous parlez de ça. Non. OK, parfait. D'accord. On va se dire à la prochaine réunion. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Donc, en ligne. Oui, une question concernant de Mme Courtiol qui se demande, est-ce que l'image qu'on a vue dans la présentation des lots est finale ou à titre indicatif? Elle est assez cannée. L'image de lotissement, elle est assez cannée. Comme disait M. Doré-Bouchard tout à l'heure, ça se peut qu'il y ait, mettons, un jumelé qui soit transformé en bifamilial isolé ou qu'il y ait des petits changements, mais elle est assez finale, là, au point où on en est rendu dans les travaux, les documents à fournir. Je vous dirais que c'est
pas mal final. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres personnes en salle qui souhaitaient poser une question? Oui, allez-y, monsieur. Raymond Roberge au 3495 Arbour. Je voudrais savoir, là, l'hiver, l'espace qu'il va y avoir à notre limite de terrain, à la rue, est-ce que ça va être le dépotoir de neige? Ou si on en met de l'autre côté aussi? Parce que là, on a déjà un mur de neige en avant l'hiver. Moi, j'ai 9 pieds de neige chez nous en avant. Je ne voudrais pas me ramasser avec 9 pieds de neige en arrière. Ben, non, écoutez, c'est dur à dire à ce stade-ci, là, mais l'équipe de déneigement analyse toujours les projets d'ouverture de rue comme ça. Puis c'est sûr qu'il y a une marge qui est prévue en avant des nouvelles constructions. Donc, la rue ne sera pas déneigée de l'autre côté complètement. De toute façon, avec la relative fragilité des plantations qu'il va y avoir, on n'ira pas domper 46 pieds de neige dans la bande verte, c'est sûr et certain. Ça se peut qu'il y ait la partie qui va déneiger. De toute façon, il y a un trottoir relativement large qui va être placé. Donc, certains, il y a une chenille qui va passer, donc il va en avoir, mais ce ne sera pas un dépotoir à neige. Ça c'est sûr et certain. Merci. Parfait, donc merci beaucoup. Sayana. Oui, concernant la mixité de bâtiments, est-ce qu'avoir 1% de maisons isolées dans un projet, on peut parler de mixité? Ces mix, la mixité, on peut l'avoir de différentes façons. Il y a de l'isolé, il y a de un logement, il y a des jumelés de un logement, il y a des jumelés de 2 logements, il y a des isolés de 2 logements. Donc, il y a une mixité. Dans la grille, évidemment, on est limité. Là, c'est 1 ou 2 logements, que ce soit isolé ou jumelé. Donc, on a différentes typologies qui sont présentées. Vous les avez d'ailleurs dans le petit coin du plan. On ne le voit plus à l'écran, on voit notre collègue Sayana. Mais vous avez les différentes typologies ici. Là, vous les avez, là, les différentes typologies. Il y a 6 typologies différentes de prévues dans le projet. Fait que oui, on peut dire c'est mix, mais chacun a son niveau de mixité, peut être à l'aise ou pas, là. Parfait, donc merci beaucoup pour la réponse. En salle, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, monsieur, vous pouvez revenir, là, on a encore le temps pour quelques questions. Daniel Frigon, 3222 Pinco. Justement, la précision au niveau de la servitude, là, puis la question de monsieur, ça a beaucoup aidé. Je pourrais parler un petit peu de clôture, peut-être. Je me demandais, les futurs, ceux qui vont construire, ça fait-tu partie du PIAA, à savoir qu'il y a une sorte d'uniformité sur les clôtures qui vont être construites adjacentes? Parce qu'on peut savoir que moi, je vais avoir 2,5 maisons. Donc, ça pourrait faire quelque chose de bizarre, pollution visuelle, ainsi de suite. Y a-t-il du pouvoir pour ça ou le contracteur pourrait-il construire d'emblée à la longueur complète une clôture qui protégerait la servitude, donc en même temps empêchant le monde de mettre des choses là, plus facile d'entretien? C'est une question comme ça. Est-ce qu'il y a le pouvoir, le PIA, de demander ça? Il y aurait pu. On n'est pas allé à ce niveau-là parce que c'est quand même assez contraignant un PIA, mais non, on n'est pas allé à ce niveau de détail-là. Pour ce qui est de la construction par le promoteur, lors du protocole d'ouverture de rue, ça ne vise jamais l'aménagement des terrains privés, là. Donc, ça serait vraiment dans le cadre du PIA qu'il faudrait le faire et on n'est pas allé dans ce niveau de détail-là. Donc, ça pourrait être une proposition, vu qu'il y a une certaine marge de manœuvre, de proposer ça pour que ça soit évalué? On peut regarder actuellement, je parle d'aménagement de terrain, ça pourrait-tu être intégré dans le cas? Il va falloir que je valide avec notre service des affaires juridiques à savoir si on peut intégrer quelque chose. Parce qu'on est toujours limité dans ce qu'on peut rajouter dans nos règlements lorsqu'on est en processus. On peut le regarder, on en discutera également avec les élus. On pourrait compléter le formulaire en ligne, comme vous avez mentionné. Oui, sans Ça problème. peut Puis on être va une noter option. de toute façon, il y a un rapport de la consultation ce soir de toutes les interventions OK. qui ont été faites. Donc, ça va être intégré, mais oui, vous êtes invité à compléter le. Parce qu'au niveau le de la formulaire. pollution visuelle, vous comprenez que là, on a des belles choses, là. On a un beau terrain, mais là, si on voit des clôtures bizarres ou pas de clôture pantoute,
Merci. Parfait. Merci beaucoup. On prend note de votre commentaire. Sayana, de ton côté, est-ce qu'il reste des questions? Oui, j'aurais une autre question concernant le parc. Quelle est la superficie du parc et quelle superficie le promoteur doit garder à cet effet? J'ai pas compris la deuxième partie, mais le parc fait 720 mètres carrés. Je l'avais noté. Puis est-ce qu'il y avait une superficie minimale que le promoteur devait garder pour fin de parc? Non, en fait, ça, c'est un calcul, c'est 10 de la superficie, en fait, mais ça dépend. C'est l'équipe de loisirs, en fait, qui analyse le besoin en parc. Le reste est cédé en argent. Donc, effectivement, là, au niveau de la rue, là, je pense que l'équipe de loisirs a juste considéré qu'il n'y a pas besoin d'avoir un parc plus gros que ça. Puis juste pour vous dire, en fait, généralement, les promoteurs sont bien contents quand on peut céder le terrain là, parce qu'ils ont moins à payer. Là. Mais justement, là, c'est les loisirs qui ont analysé le projet, puis étant dire que le parc de 720 mètres carrés convient aux besoins là, du quartier puis de la future rue. Comme on a dit tout à l'heure, là, quand on va arriver à l'aménagement du parc, bien, ça va être resoumis au conseil de quartier pour analyse justement de l'aménagement là, de ce parc-là. Là, on est vraiment dans le lien promoteur. On sait la superficie, mais pour ce qui est de l'aménagement, ben, c'est géré par le service des loisirs, puis ça va être ramené auprès du conseil de quartier là, pour les aménagements futurs, là, une fois qu'on sera rendu à cette étape-là. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir, madame. Juste vous approcher au micro, je suis désolée. Pour les gens en ligne, c'est plus agréable d'entendre les questions. Est-ce qu'il y aura aussi des maisons construites à côté du parc ou dans le parc ou pas vraiment, ou c'est juste un parc? Bien, le parc est au coin de Nantel. Il y a une maison en arrière qui est construite, en fait, qui est adjacente au parc. OK. C'est-tu le lot 1, 2, 5, 9, 7, 6, 6? Je ne sais pas, je ne sais pas comme ça, là. Mais c'est le lot qui est directement adjacent. Je pense qu'on peut le voir sur le plan. Je ne sais pas si on peut zoomer. Là. OK. C'est correct. Merci. Vous allez pouvoir le voir à l'écran, madame. On va essayer de vous le... C'est au coin de la rue. Il est ici, il est au coin de la rue, là, Nantel et la future rue. Là. Parfait, merci beaucoup. Donc, de retour en ligne. Oui, j'aurais Madame Élise Boivin qui voudrait poser une question. Madame Boivin, la parole est à vous. Madame Élise Boivin, est-ce que... Sayana, est-ce que tu as donné l'autorisation à Madame Boivin d'ouvrir son micro? OK, voilà. Est-ce que vous... On vous entend difficilement, Madame Boivin. Donc, on pourrait passer à une prochaine question, Sayana, puis on reviendra à Madame Boivin là, par la suite. J'ai un commentaire de Madame Ouellette qui dit « Monsieur Frigon, je suis tout à fait d'accord avec la demande de poser une clôture par le promoteur pour uniformiser la rue et éviter la pollution visuelle. J'aimerais aussi que ça soit ajouté au PIIA, s'il vous plaît. » Parfait. Parfait. Donc, on prend en note le commentaire. Est-ce qu'on a une autre question? On va passer une question en ligne puisqu'on y est. Oui, on aurait une question concernant sur Pincourt. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où l'on peut voir ce qui se retrouvera comme bâtiment sur le lot derrière nos terrains? Donc, je comprends que c'est pour le plan de lotissement, c'est de savoir exactement quel type de bâtiment va se retrouver derrière les lots. Notre présentation est en ligne. Je pense que les documents sont en ligne, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Puis comme de savoir où vous vous trouvez là, par rapport au plan présenté. Là. Exactement. Donc, sur la page web du projet de résidentiel de l'emprise Princourt, on peut retrouver la présentation qui a été faite ce soir. Puis, comme on l'a mentionné là, précédemment, ça ne devrait pas trop bouger. C'est assez
Non, parce qu'il faut comprendre, lorsque la rue est faite, les sorties, les sorties pour les services sont prévues d'avance. Ça devient difficile là, de changer complètement un projet parce qu'il faut qu'ils refassent toutes les têtes de réseau pour ces terrains. Fait qu'une fois qu'on est rendu à l'étape où on est, là, ça change rarement beaucoup, là. Parfait. Merci beaucoup. De retour en salle, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Chantal Guillemette, Pincourt-Nantel. Je voulais savoir, le promoteur, il va faire, mettons, pour l'écoulement des eaux. Est-ce que la ville va poursuivre ou le parc? Normalement, oui, ça devrait suivre. C'est tout le long, en fait, là. C'est OK. toute la limite au complet derrière les lots, incluant le parc. Sur la présentation cet automne, ça arrêtait où le parc commençait. Là. Fait que je voulais juste- On l'a ici, là, vous le voyez en arrière-l'eau ici, là. Mais oui, nécessairement, on ne peut pas couper ça, Ouais. sinon ça va refouler. Ça va refouler par en arrière. Là. Fait que nécessairement, il faudra que la ville aussi poursuive sur son terrain ce type d'aménagement. Puis juste une petite précision un petit peu technique sur le sujet, en fait, là, puis une grosse partie de l'enjeu de refoulement des eaux, c'est parce que la nappe phréatique est très, très haute dans le secteur. Puis là, elle est de plus en plus haute, plus on se déplace vers l'arrière Saint-Charles, vers l'est. Là, donc, ça affecte tous les terrains de façon égale. Donc, c'est sûr que s'il y a des mesures sur les terrains privés, ça va affecter aussi le parc, c'est sûr et certain. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce que Mme Boivin a récupéré son micro? Donc, Mme Boivin. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, excusez-moi, j'ai eu quelques petits problèmes. Pas de problème. J'ai pas rêvé ça, il me semble. Ben, c'est sûr que là, il y a eu des retards. Il me semble que j'avais entendu le promoteur ou la ville, je ne me rappelle plus, qui allait commencer les travaux en février, en plein hiver, pour justement éviter la grosse poussière pour les résidents de Pincourt, etc. Est-ce que c'est toujours tenu en compte dans les retards? Parce que vous parliez de début hiver, printemps, que ça allait commencer. Là, moi, je m'inquiète toujours, évidemment, de toute la poussière et de tout ce qu'on va endurer pendant ces travaux-là. Là. Donc, je me demandais si vous en teniez compte encore. Ben oui, c'est sûr qu'en fait, le promoteur, dès qu'ils ont l'autorisation, ils peuvent commencer dès qu'ils veulent. Là, concrètement, il y a du retard dans la planification, l'ingénierie puis tout ça. Donc, en fait, il reste encore plusieurs semaines, plusieurs mois avec le promoteur son autorisation. C'est pour ça que je mentionnais que d'ici cet été, c'est pratiquement impossible. En fait, ça irait plus à l'automne, qui est un petit peu moins bien que l'hiver, mais quand même que les sols sont plus humides, ça fait déjà un peu moins de poussière qu'on est en plein été ou en plein printemps. Là. Fait que c'est sûr qu'effectivement, dès qu'il y a de l'autorisation, ils peuvent commencer tout de suite, mais au moins, on ne sera pas en plein milieu de l'été où tout est sec et tout est sur le sable. Au moins, il y a ça qui est pas si pire. OK, parce que je me demandais en février, le sol est complètement gelé. Comment voulez-vous même dire comment est-ce qu'ils font pour creuser quand un sol est gelé? Je ne comprenais pas ça. Là. Ah, ils font maintenant à l'année. Ils creusent à l'année maintenant. Ils ont des bonnes D'accord. piles. D'accord, OK. Bon, Ils ont des bonnes pépines. Merci. Et j'appuie, soit dit en passant, la clôture uniforme partout. Parfait, on prend note du commentaire. Merci beaucoup, Mme Boivin. Merci. Sayana, je poursuivrai avec une question écrite. Sayana, ton micro. On ne t'entend pas. Oui, une question de Mme Grenier. Pour les gens sur la rue Pincourt, aurons-nous des haies ou arbustes plantés afin de créer un écran entre notre terrain et ceux des nouveaux résidents? Comme nous n'avons pas la bande de 10 mètres, cela a été discuté en juin et en septembre dernier. Ben oui, effectivement, ça avait été demandé, mais je sais, mon collègue qui m'a redonné le dossier m'avait dit, en fait, la directive, c'est la priorité, c'est vraiment la gestion des eaux pluviales, parce qu'on sait qu'il y a des gros enjeux de refoulement. Là, je pense que tout le monde est au courant. Là. Donc, c'est sûr que l'aménagement et la meilleure façon de gérer ces eaux pluviales-là, c'est la priorité. Si c'est possible, tant mieux, mais selon les options qu'on regarde actuellement là, pour l'optimisation des eaux pluviales, on n'est pas certain que ce sera possible. Une clôture, oui. La plantation, pas certain, parce qu'en fait, tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales, c'est relativement fragile. Plantation égale système racinaire, donc ça ne vient pas dommager tout ça. Donc, ça se peut que ce ne soit pas possible, en fait, d'émettre des plantations. Parfait, merci beaucoup. Donc, en salle, madame?
Bonsoir, France David, 3095 Basile. J'avais un 50 pieds de terrain, là, je ne l'ai plus. Ma seule question, ça n'a pas rapport avec le PIA, mais ça a rapport avec le gazon qui va pousser sur cette partie-là durant l'été. Si ça va être encore le promoteur qu'il va falloir contacter pour qu'il coupe les gazons, là, comme l'année passée. C'est juste ça ma demande. Vu que ce n'est plus à nous le terrain. Ben, le terrain est cédé à la ville en bout de ligne, donc le entretien est fait par la ville. OK. Ça fait que Le tout le promoteur terrain sera de l'hydro plus, aussi ou juste les 50 pieds là, Ben, qu'on pour avait? pour cet été, ce sera Pour pas cet la- été, vu qu'il y a un Ah, ben retard oui, d'un c'est sûr. an. Là, ça reste encore à la propriété du promoteur, donc c'est sûr que ça reste à lui de faire l'entretien. Vous pouvez faire le 3-1-1. OK, merci. Parfait. Donc, on va poursuivre en ligne. Là, je vois quand même quelques questions concernant la circulation. Ces questions-là, là, on a quand même répondu là, au niveau là, de l'étude de circulation. Donc, Sayana, je te laisserai poursuivre avec des sujets qui n'ont peut-être pas été abordés. Oui, j'aurais Monsieur Grandbois qui voudrait prendre la parole. Parfait. Oui, bonsoir. Oui. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, OK. J'aimerais savoir la zone de servitude qui va se trouver en arrière des terrains de la rue Pincourt. Tantôt, on en a parlé, mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, si 3 pieds, 6 pieds, 10 pieds? Juste ça, ma question. En fait, on ne sait pas encore, justement, ça va dépendre du type d'aménagement. Si c'est un fossé, la profondeur, justement, que ça va avoir, ça va affecter la largeur de la servitude. Donc, vite comme ça, je pense, je vous dis ça de façon très peut-être indicative, là, peut-être 3 mètres, en fait, là, grosso modo, mais ça peut varier selon le type de mesure qui va être décidé. OK. Parfait. Donc, c'est flou. À ce stade-ci, oui, quand même, il reste encore beaucoup de points d'ingénierie à valider. OK, merci. Merci. Parfait. Donc, je retourne en salle. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Donc, Sayana, on va prendre les dernières questions en ligne. Puis ensuite, je pense que ça va clore notre période de questions. Oui. Avant de laisser la parole à Madame Tremblay, j'aurais une dernière question. La ville pourrait débourser une clôture puisqu'elle serait prête à payer pour des arbres. Pourrait-elle débourser pour une clôture? Moi, je pense que c'est en arrière-l'eau des futurs bâtiments. Mais Oui, c'est une question pour vos élus, je pense. Si on est prêt à faire de l'aménagement privé, c'est ça, Mme Je pense Asselin. pas qu'on va payer pour des clôtures sur des terrains privés. Là. Ça peut faire partie, si jamais on va là-dedans au niveau du PIA, ben, ça fera partie de ce qui est à la charge là, de la personne qui se construit. Là. Nathalie, corrige-moi, mais c'est pas une clôture sur un terrain ville. Donc, la ville, quand on plante des arbres, on est ailleurs, on est dans l'amélioration de la canopée, on est dans d'autres champs d'activité. Puis quand on plante des arbres sur des terrains privés, ben, on demande à la personne qui y habite d'être d'accord pour qu'on y mette des arbres. On se rappelle qu'on est sur un terrain privé. Donc, si on allait vers l'obligation de la clôture, ben, ça ferait partie des obligations au permis. Nathalie, corrige-moi si je me trompe. C'est exact. Mais... Parfait. Donc, Sayana, on a une dernière main levée. Oui, Madame Tremblay, c'est à vous. Oui, bonjour. Je demeure au 3202 rue Pincourt, c'est-à-dire le dernier jumelé au bout complètement de la rue Pincourt en direction Est. Et je vous dirais que quand je regarde un peu la proposition, le projet que vous proposez par rapport à l'implantation des terrains, des maisons et ainsi de suite, il y a peu de personnes qui ont aussi large de terrain que moi, à l'exception d'une autre personne, je vous dirais également sur la rue Pincourt. Et quand je regarde les plans, je me retrouve avec près de 4 voisins en arrière de chez moi. Puis quand je regarde l'autre également, près de 3 voisins en arrière de chez nous. Moi, je vous dirais, déjà d'avaler le projet, c'est difficile. D'avaler à d'avoir un voisin en arrière de chez moi, c'est ordinaire. D'en avoir 2, c'est très ordinaire. D'en avoir 3 et près de 4, c'est dans le très, très ordinaire. Donc, j'aimerais qu'on rajoute dans le PIA, qu'on limite au moins, qu'on fasse une limitation du nombre de bâtiments qui se retrouvent en arrière de nos terres.
Parfait. Donc, on prend note du commentaire. Est-ce que de votre côté, M. Doré-Bouchard, vous avez quelque chose à... Ou Nathalie, oui. C'est plus une question de PIA. Est-ce qu'on peut... mon Dieu, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je vois difficilement comment on peut créer un critère pour ça, parce que le PIA, c'est par objectif et critères. J'ai jamais vu de critères qui venaient limiter le nombre de lots par rapport à un terrain existant. J'ai jamais vu ça. Madame Tremblay, on a communiqué là aujourd'hui par courriel. Donc, peut-être si vous vouliez m'envoyer votre question par courriel, de son côté, Madame Cournoyer pourra faire les vérifications nécessaires, puis elle pourra vous répondre si ça vous convient. OK, mais j'aimerais quand même que ce soit considéré dans le compte-rendu, dans le procès verbal. Oui, sans faute. On peut être d'avoir un ou deux voisins, je pense que tout le monde est d'accord avec moi qu'on va l'accepter. Mais d'en avoir 3 et près de 4, je pense que ça commence à faire du monde à gérer en arrière dans un quartier résidentiel. Donc, aussi bien dire que j'aurai un bloc appartement en arrière de chez moi. Donc, c'est bien, je vais transmettre ma question par écrit, mais j'espère qu'on va la considérer. Donc, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, je vois une petite... Oh non, OK, c'est pas une main... Oui, on a une main levée? Non, OK, parfait. Donc, ça fait le tour de la période de questions pour les citoyens. Je me retournerai du côté des administrateurs du conseil de quartier. Est-ce que vous avez des questions concernant la présentation de ce soir? Oui, Patrick. Il va falloir se partager un petit peu les micros. Bon, tout à l'heure, quand vous faisiez votre présentation, il y avait beaucoup de « on va s'attendre à »,« on va s'attendre à ». Est-ce que dans les règles, admettons la différence de niveau entre le nouveau terrain et le terrain du voisin existant, il va-t-il y avoir des limites? Admettons, ça ne pourra pas être plus haut qu'un pied plus haut ou pas plus bas qu'un pied plus bas. Il va-t-il y avoir des limites comme ça qui vont être énoncées dans le PIA ou si ça va être à étudier à chaque fois pour chaque demande de permis? C'est effectivement du cas par cas. Ça revient au comité consultatif et aux élus, effectivement, d'apprécier si jamais il y avait une différence de niveau de terrain, est-ce que la différence de niveau de terrain est acceptable ou pas? Le PIA, cette souplesse-là, il n'y a pas de norme dans un PIA, justement, parce que c'est un règlement qui est complètement discrétionnaire. Là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le cadre d'un PIA. Donc, ça va être étudié au cas par cas, voir comment les aménagements sont faits. Parce que dans certains cas, une différence peut être acceptable et dans l'autre, non. Donc, ça va être vraiment cas par cas qui va être analysé et qui sera évalué. Dans certains cas, il pourrait demander de redescendre, de rabaisser le terrain ou réaménager un talus autrement si jamais il y avait un rehaussement. Peut-être que ce sera par un talus plus doux ou un petit mur de soutènement. Il s'avère que ça serait mieux comme ça. Ça va être vraiment du cas par cas. D'accord. Et je pense bien que ma question n'a pas tellement de lien avec le PIA, mais ça revient aux demandes qu'il y a eu tantôt au niveau des clôtures. Quand un nouveau projet arrive comme ça, si quelqu'un a déjà sa clôture arrière, c'est quoi les règles qui doivent être appliquées? Est-ce que la clôture du voisin qui existe déjà devrait être respectée ou je ne sais juste pas, quand c'est un nouveau projet, c'est quoi les règles qui rentrent en jeu? Pour les clôtures, chacun est chez eux, il fait ce qu'il veut chez eux. Au niveau de la clôture, règle générale, c'est qu'il y ait un PIA ou pas. Là, dans ce cas-là, il n'y a effectivement pas de critères sur les clôtures. Chaque propriétaire a le loisir de clôturer ou pas son terrain. Il a le loisir de mettre la clôture qu'il veut.
Les hauteurs sont gérées. Ils ne peuvent pas en cours arrière, si je ne m'abuse, et là, si je me trompe, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Il me semble qu'à l'arrière, c'est 2 mètres de hauteur maximum là, pour une clôture. Donc, il ne peut pas aller au-delà de ça, mais sinon, au niveau de la clôture à mettre, que ce soit bois, clôture en maillé losangé, là, ce qu'on appelle les clôtures frost, là, maillé losangé ou que ce soit, peu importe le type de clôture, il n'y a pas de règle dans le règlement d'urbanisme. Chacun choisit la clôture qu'il veut bien choisir. D'accord. Il n'y a pas de règle d'uniformité dans un quartier. Là, c'est chacun met ce qu'il veut selon son. Habituellement, c'est le budget qui gère laquelle qu'on va mettre. Là. Oui, absolument. Bien, je vous remercie. C'était ça mes questions. Parfait. Donc, merci beaucoup, Patrick. Je retourne. Donc, Laurie. Est-ce que c'est le promoteur qui va construire toutes les habitations, en fait? Tu sais, ça va-tu être uniforme? Normalement, oui, effectivement, c'est le même. Dans ce cas-ci, c'est celui qui fait la rue et qui construit la même entité. Là. Ça arrive des fois qu'un fait une rue puis les constructeurs est un autre, mais dans ce cas-là, à ma connaissance, il n'y a pas non plus. C'est des terrains à d'autres. Là. Fait que normalement, ça devrait être tout terrain dev qui développe. OK. Puis j'ai une autre question concernant la servitude. Là, tantôt, j'ai compris que c'était, la distance elle était connue encore à ce jour, mais est-ce que c'est prévu que cette servitude-là touche uniquement les nouveaux terrains? Oui, elle va être uniquement sur les nouveaux terrains. Puis, dans le fond, pour la distance, c'est quand que la réponse va pouvoir être donnée aux citoyens? Si vous nous demandez, on va vous répondre. On prend notre temps pour que ce soit fait comme du monde. Si vous demandez au promoteur, il va vous dire demain matin. Là, mais dans les prochaines semaines, c'est notre objectif. Ouais. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que pour les voisins, la largeur de la servitude, c'est sur le terrain des nouvelles maisons. Exact. Donc, pour la personne qui est adossée, la largeur de la servitude, que ce soit 1,5 mètre, ça impacte plus celui qui va se construire que celui qui est adjacent. Parce que ce n'est pas une zone tampon qu'on conserve en plus de la largeur du terrain. La servitude est vraiment sur le terrain de la personne qui va aller se construire. Fait que la profondeur de la servitude, ça l'impacte plus lui que. Moi, je me trouve que je. Non, c'est tout à fait ça. Parfait. Oui, donc Pierre. Toujours cette servitude-là, ça empêcherait l'installation de cabanons, pose d'arbres, ce genre de choses? Cabanons, à la limite, on a déjà vu des limites, des cabanons sur pilotis qui chevauchaient par-dessus ce type d'infrastructure-là. On a déjà vu ça. Mais c'est sûr qu'au niveau des arbres, on ne pourrait pas planter dans cette infrastructure-là. Commencer tard. Habituellement, la façon dont c'est écrit dans le texte de la servitude, c'est que c'est n'importe quel aménagement qui n'est pas susceptible d'aménager, d'endommager l'infrastructure même. En fait. Donc, logiquement, tout ce qui est permanent, il n'y aura pas de piscine, évidemment, qui s'en va là. Puis les plantations, ça va être, s'il y en a, ça va être très limité. Comme je disais, les systèmes racinaires, il faudrait que ce soit excessivement limité. Donc, c'est possible, mais avec parcimonie et avec gants blancs. Mais globalement, dans le secteur, il va y avoir pas mal plus d'arbres. Oui, c'est sûr. Normalement, oui. Merci. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que ça. On la prend. Une dernière. Non, pour la servitude, ça veut dire que si le nouveau propriétaire ou l'entrepreneur fait une clôture, elle ne pourra pas être dans la servitude, il va falloir qu'elle soit à 3 mètres ou quelque chose comme ça. Ben, ça dépend. Là. Je pense que la clôture, c'est pas large. Là. Le niveau d'empiètement dans l'infrastructure de canalisation, c'est peut-être pas impossible. Là. Ça va être allé dans le détail justement pour chacune des constructions. Là. Mais une clôture, c'est. Donc, il faut qu'il y ait quand même une distance parce que. Non, c'est ça, exact. Parce que il faut le voir de la façon en coupe comme ça. Surtout, oui, c'est ça. La façon si on met une clôture ici, c'est peut-être pas si pire. Là. Mais on est dans le point dessous au cas par cas. Là. OK, merci. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Le conseil de quartier m'avait préalablement signifié leur intention de prendre un petit moment, un huis clos qu'on appelle. Donc, est-ce que, avant de voter leur recommandation, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours votre souhait? Oui. Oui, parfait. Donc, ça prendrait une résolution pour prendre ce moment-là en huis clos.
Isabelle Chabot propose. Donc, Mme Chabot propose. Laurie Plamondon. Et Laurie Plamondon. Si je poursuis. Oui. Propose de prendre un moment en huis clos afin de déterminer la recommandation qui sera faite là, à la suite du témoignage qu'on a entendu. Parfait. Donc, on va avoir un petit 10 minutes. Il est 20h30. On va revenir à 20h40. Donc, pour la compréhension de tous, là, le huis clos, c'est une possibilité qui est offerte là, aux administrateurs de discuter du projet pour bien formuler leurs recommandations finalement là, pour que ça corresponde bien à leur position. Donc, comme je l'ai dit, là, on laisse un petit 10 minutes, on revient, puis après ça, je vais faire voter la recommandation. Est-ce que c'est possible de nous rappeler, dans le fond, qu'on a des nouveaux membres? Qu'est-ce qui s'offre à nous, là, dans le fond? On a trois types de... Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, la recommandation qui va être formulée par le conseil de quartier, c'est soit d'adopter la modification, donc le projet de modification réglementaire tel que présenté ce soir. L'autre option, c'est de la refuser. Et la troisième option, c'est de l'adopter, mais avec des modifications. Donc, il y a aussi la possibilité de s'abstenir. Donc, les administrateurs vont voter à main levée leurs recommandations. Donc, s'il y a des administrateurs qui veulent s'abstenir de voter, ils peuvent le faire. Donc, il est 20h30, on revient à 20h40.
comme il y a 2 semaines, puis là, pour que ça soit plus beau, ils m'ont fait monter ça. Parfait. Donc, on va reprendre tranquillement. Donc, on est rendu là à faire voter la recommandation au conseil de quartier. Donc, je rappelle qu'il y a 3 options. La première option, c'est d'adopter la modification telle quelle. La deuxième option, c'est le statu quo, donc refuser la modification. Puis, la troisième, c'est de l'adopter, mais avec des modifications, donc des suggestions. Donc, à main levée, je vais vous faire voter là, les administrateurs. Donc, qui vote pour la première option, soit de l'adopter telle quelle? Donc, parfait. Donc, on a l'unanimité pour l'adoption du PIA tel que présenté ce soir. Donc, merci beaucoup. Je rappelle que Mme Asselin le siège au conseil de quartier, mais ne vote pas puisque c'est une élue. Donc voilà, ça fait le tour de notre consultation de ce soir. Donc, avant de céder la parole à Mme Asselin pour le mot de la fin, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir participer à la consultation. Je remercie encore une fois le conseil de quartier, nos professionnels de la Ville de Québec qui ont répondu aux questions, les techniciens informatiques qui permettent d'avoir une belle présentation là, en format hybride. C'est toujours apprécié. Je pense que ça permet de rejoindre beaucoup de gens à la maison également. Donc, merci à tout le monde. Donc, Mme Asselin, à vous la parole. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, soyez rassurés, là, le changement, là, c'est normal d'avoir des préoccupations par rapport à ce qui s'en vient dans notre quartier puis aux changements qui apparaissent. Merci d'avoir été respectueux dans vos questions. On comprend qu'il peut y avoir des déceptions, que c'est peut-être pas ce que tout le monde aurait souhaité. Mais je pense qu'ultimement, on va avoir un beau projet avec un parc, avec un nouveau milieu de vie dans votre secteur. Ça va aider la vitalité économique du coin. Il va y avoir plus de verdure. Ça va être un beau projet, sincèrement. Puis, non, je ne joue pas de violon. Je suis très sincère. Bon, mais je comprends parce que c'est toujours, quand ça se passe en arrière de chez nous, le changement, c'est jamais... Bon, mais écoutez, je suis désolée si vous n'êtes pas senti écouter. On a tenu quand même 3 séances de consultation publique. Puis, il y a eu des formulaires en ligne aussi. De ne pas pouvoir avoir exactement ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas écouté. Des fois, ce qu'on veut, ce n'est pas possible. Fait que quand il y a des choses qu'on peut demander, puis je pense que d'avoir été là 3 soirs pour vous entendre, c'est de l'écoute. Ça se peut que ça ne réponde pas à l'ensemble de ce que vous auriez aimé avoir. Mais on a toujours été tous là, que ce soit les gens du transport, les gens de l'ingénierie. J'ai été là aux 3 rencontres. On vous a écouté. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Fait que l'idée, ce n'est pas de vous jouer du violon et de vous faire croire que le changement, c'est le fun. Le changement, c'est toujours préoccupant dans un quartier, j'en conviens. Mais je pense qu'ultimement, on va avoir un beau projet pour le quartier. Puis, ben voilà. Fait que merci beaucoup à ceux qui ont été présents. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur la consultation, vous pouvez les faire également en ligne. Merci. Parfait. Donc, Mme Chabot, je vais vous laisser fermer l'Assemblée. Puis juste avant, pour la recommandation, on va juste voter, on va proposer et seconder. Donc, est-ce qu'il y a un... Pierre propose et Laurie appuie. Parfait. Excusez-moi, les gens de droite. Puis on va pouvoir fermer l'Assemblée. Est-ce qu'on a besoin d'une adoption? OK. Isabelle Chabot propose la fermeture d'Assemblée appuyée par... Patrick. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée.